Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mag TV pour votre rendez-vous hebdomadaire Lyon Politique. Revenons ensemble sur l'actualité lyonnaise et pour m'accompagner aujourd'hui, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret, le conseiller municipal de Vénissieux, Farid Benmoussa. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, la loi immigration, l'hébergement d'urgence et une rétrospective de l'année. Cette semaine, l'actualité politique nationale a évidemment été marquée par l'adoption de la loi immigration après son passage en commission mixte paritaire, un texte jugé plus strict, plus à droite que le volet initial de Gérald Darmanin et qui avait subi une motion de rejet. Alors on assiste à des fissures dans la Macronie puisque le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a démissionné, Sylvie Retailleau a également souhaité quitter le gouvernement et enfin que des députés ont également dit tout le mal qu'ils pensaient de la loi immigration. C'est le cas dans le Rhône d'Anne Bruniera qui a voté contre, de Sarah Tanzili qui s'est abstenue. Ma question aujourd'hui c'est est-ce que la Macronie lyonnaise va exploser alors qu'elle accuse déjà des divisions entre les pros et les anticolons, qu'il y a des socialistes de cœur qui n'osent pas revenir, ceux qui veulent être maires, ceux qui sont opportunistes. Damien, pour commencer. Alors, juste un mot sur la loi immigration, sans prendre parti. C'est vrai qu'elle n'est pas très cohérente, cette loi, parce qu'il y a des choses qui tirent à droite, des choses qui tirent à gauche. Donc, c'est assez logique qu'il y ait des gens qui aient un peu une réaction épidermique à cette loi. Je trouve que la gauche lyonnaise, enfin les gens en tout cas qui s'y sont opposés, sont très cohérents. Autant à droite, c'est pas toujours très cohérent. D'ailleurs, je suis assez étonné que le Rassemblement national essaye de tirer la couverture à eux, parce qu'effectivement, dans cette loi, il y a des choses qui ne sont pas du tout de droite et qui vont à l'encontre de choses qu'ils ont annoncées pendant des années. Je trouve que la gauche est très cohérente. Est-ce que ça va provoquer une explosion de la Macronie? L'explosion de la Macronie, elle est programmée depuis la création de la Macronie. Le et de droite et de gauche, ni de droite ni de gauche, c'est quelque chose qui, à un moment ou à un autre, est boiteux. L'erreur dans cette loi était de faire voter une loi d'un coup, alors que finalement, ils auraient pu faire voter des lois séparées, un coup avec la droite, un coup avec la gauche. Donc je trouve que c'est assez cohérent, et oui, ça peut faire exploser la Macronie. Ça va surtout, à mon avis, permettre à la social-démocratie de revivre. Je ne crois pas que ça renforce la NUPS en réalité, parce qu'il y a quand même un fossé qui s'est creusé entre la France insoumise et les socialistes avec un grand chapeau. Et je pense que là, il y a une vraie opportunité pour les sociodémocrates de rebondir. Donc, à mon avis, pour eux, c'est intéressant. Après, moi, je les trouve très cohérents dans leur vote. Cette loi, elle est illogique. Elle va être, à un moment ou à un autre, détricotée. Alors, on ne peut pas, c'est très national ce que je veux dire, mais on ne peut pas ouvrir les vannes d'un côté et resserrer les boulons alors qu'on a ouvert des vannes. Il y a des choses qui ne sont pas très cohérentes dans cette loi. Raphaël, sur la Macronie lyonnaise. La Macronie lyonnaise, je pense que ça a été assez bien dit, elle est déjà morte de fait. C'est pas l'étiquette Macron aux prochaines élections ne vaudra rien. On a quand même un président qui a été élu 2 fois pour faire barrage à l'extrême droite et qui, sur la dernière campagne présidentielle, ou en tout cas sur les législatives, avait quasiment pas de projet. La seule chose qu'il a défendue, c'est la retraite, l'augmentation de l'âge du départ à la retraite. Mais sinon, en fait, il n'a pas fait campagne, il n'avait pas d'idée. Et à la fin, en fait, on ne sait même plus quelle est son identité parce que cette loi, elle ressemble à rien à ce qu'il a dit, ce qu'il a préparé ces dernières années. On croyait qu'on voulait être un pays de la Startup Nation, de l'attractivité, et là on va mettre des cautions pour les étudiants. Caution de 20 €. Ça, c'est n'importe où. Ça va coûter plus cher de le mettre en place que de le faire. Oui, puisqu'ils n'assument pas. Pendant ce temps, les Britanniques accueillent 600 000 étudiants chaque année, la France 250 000. C'est devenu un des grands marchés. Hein. Je crois qu'il y a des pays, pour l'Australie, c'est leur troisième ressource, ce sont ces étudiants qu'on arrive ou pas à garder dans le pays, mais qui, s'ils repartent derrière, sont une richesse pour le pays. On croyait que Macron défendait cette économie-là. On ne sait plus, en fait, ce qu'il défend. Après, pour dire un mot de la NUPES, c'est vrai qu'elle a parlé d'une seule voix, mais moi, c'est un peu comme en foot. Je ne crois pas qu'il y ait de défaites qui soient valeureuses ou qui soient positives. Ce qui fait du bien à l'OL en ce moment, c'est de gagner. Toutes les défaites qui étaient positives avant, non, ça faisait du mal. Et c'est quand même une vraie défaite pour la gauche, parce que c'est une loi qui est plus dure que ce qui était annoncé au départ. Donc, ils n'ont rien gagné. La seule chose qu'ils ont gagné, c'est peut-être leur unité, mais ils n'ont pas forcément, alors tu dis, très cohérent. Je ne suis pas sûr qu'ils aient vraiment clarifié leur position. J'ai trouvé que Grégory Doucet, en insistant sur la Convention citoyenne, avait raison.
Et je pense que la gauche aurait intérêt à la mener, cette convention citoyenne, avant les prochaines élections, pour arriver avec un projet cohérent sur ce sujet qui est quand même un sujet de préoccupation des Français. Et alors Farid, à la fois sur l'implosion de la Macronie lyonnaise et sur l'union de la NUPES retrouvée. Déjà, pour moi, la Macronie, elle n'a pas vraiment existé. C'est une sorte de charchouka. Charchouka, c'est un mélange de on prend tout et n'importe quoi. Quelquefois c'est bon, quelquefois c'est infect. À Lyon, c'est un peu infect. Un mélange de tout et n'importe quoi. On les met ensemble. Et le seul truc qu'ils ont en commun, c'était c'était vouloir avoir un poste ou devenir député. C'est le seul truc de commun de la Macronie dans la métropole. Et la NUPES, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la NUPES lyonnaise, je ne parle pas au niveau national, la NUPES lyonnaise, c'est des écologistes qui sont forts, et tous les autres, le PS qui a été fort et qui s'y croit encore, et la France insoumise. Et les communistes, les oubliez pas. Oui, les communistes, alors ils n'existent plus. Ils existent grâce aux écolos, grâce aux autres qui pensent que ça peut être beau d'avoir des communistes chez eux et que ça fait les représenter les pauvres, etc. Mais c'est fini depuis longtemps. Là, aujourd'hui, ça ressemble plus à du rouge-brun. Mais là, aujourd'hui, la France insoumise qui est forte dans les urnes est faible au niveau des élus. C'est-à-dire ils sont même à s'inventer des France insoumises. Comme ça arrive, là, les 4 qui ont quitté la France insoumise dans le 8e arrondissement, à se demander s'ils n'ont pas été téléguidés par le PS. On leur a dit prenez la carte de France insoumise parce qu'on a besoin pour rajouter le logo France insoumise. Vous savez comment on peut devenir militant de la France insoumise? Vous allez sur Internet, il n'y a aucun contrôle. Demain, Marine Le Pen, elle est à la France insoumise, il n'y a pas de contrôle autre. Donc on se retrouve avec des gens qui sont France insoumise pour récupérer le logo le jour des élections. Donc qu'est-ce qui va imposer? Vous avez eu l'investiture du parti à l'époque, ceux qui sont partis aujourd'hui. Eux, ils ont l'investiture de qui? Ils avaient l'investiture officiellement de LFI pour soutenir Nathalie Perrin-Gilbert. Premier qui prend sur Facebook, que sur leur réseau, ils ont tellement pas de militants, je l'ai vu. Exemple, Idir Boumertit à Vénissieux. Un exemple tout simple. Lorsqu'il a été élu, les élus aujourd'hui qui sont adjoints à la ville de Vénissieux, ils sont tous ceinture noire de taekwondo. Pourquoi ils sont tous ceinture noire de taekwondo? Parce que Idir Boumertit, il est entraîneur de taekwondo. Le jour où il s'est dit, je vais monter un groupe France Insoumise, quand ça a monté, il a pris ses élèves. Et il a dit, allez hop, vous êtes France Insoumise. Et on se retrouve aujourd'hui avec le seul groupe qui est tous ceinture noire de taekwondo. S'il y a une guerre, moi je pars avec eux. Tous ceinture noire, équipe du Maroc, vous regarderez. Swan Massi, équipe du Maroc du taekwondo, je ne me rappelle jamais de son nom, je ne vais pas l'arracher. Ceinture noire de taekwondo lui-même, il est vice-président du taekwondo. Ils sont tous ceinture noire, c'est une machine de guerre en face de nous. Moi, je dis jamais rien sur eux. Un peu peur. Sauf aujourd'hui. Ah non, j'ai rien dit. Oh, je vous aime. Ouais. Calmez-vous. Restons sur le sujet de la loi immigration. Alors que l'agglomération lyonnaise, comme la plupart des grandes villes françaises, n'arrive pas à accueillir dignement les migrants et les mineurs non accompagnés, ni à mettre à l'abri les SDF, parfois en famille. Est-ce que ce texte va changer la situation? Alors, selon vous, est-ce que ça va plutôt aggraver la situation des personnes actuellement dans le besoin, ce qui est la crainte notamment de la métropole de Lyon, ou alors est-ce que ça va plutôt soulager une situation qui est prête à exploser? Damien? Alors je pense qu'à court terme, ça va aggraver la situation, parce que ces gens qui peuvent pour certains bénéficier d'une partie d'aide vont les voir disparaître, donc ça va laisser des gens dans une pénurie maximum. Je pense qu'à moyen terme, ça peut aider à résoudre le problème, puisque cette loi elle est quand même faite pour limiter normalement le nombre de personnes qui viennent chez nous. Alors, on dit ça comme ça, c'est pas tout à fait ça, parce que je suis de ceux qui pensent que les gens ne font pas du benchmarking avant d'immigrer. Je ne suis pas sûr que le fait qu'on réduise les aides en France redirige les gens vers l'Italie ou vers le Royaume-Uni. Mais je pense quand même qu'à moyen terme, on aura peut-être un peu moins de migrants, donc ça devrait résoudre le problème. À court terme, ça va être une catastrophe. Raphaël? Oui, je pense même pas à long terme, ça ne changera rien. Ce qui peut changer les choses à long terme, c'est la réforme de droit d'accueil qui a été votée au niveau européen. Mais dans la loi française, il n'y a rien. C'est quand même vraiment une escroquerie. C'est-à-dire qu'on dit c'est les Français qui le souhaitent. Quand on regarde les sondages d'opinion, les Français demandent effectivement qu'il y ait une politique migratoire qui soit contrôlée. C'est-à-dire qu'on sache dire oui à des gens et dire non à des gens. Et que ce ne soit pas
effectivement des filières clandestines qui fassent la politique migratoire à notre place. Ça dépend. C'est-à-dire qu'on est pour une immigration des Ukrainiens et on est contre une immigration de l'Afrique subsaharienne. Quand on regarde véritablement, c'est ça. On tend les bras quand les Ukrainiens ils arrivent, ils ont droit à tout. Mais par contre, on la referme si c'est des Syriens. On en est un peu comme ça. Oui, je sais pas. Mais je ne suis pas sûr que l'état de l'opinion soit si refermé que ça. Mais en tout cas, on nous dit on fait une loi pour rassurer les Français, montrer qu'on fait un contrôle migratoire. En réalité, ça ne changera strictement rien de ce point de vue-là. La seule chose que ça va changer, c'est que ça va rendre plus difficile la vie des plus précaires des migrants. Donc effectivement, mettre plus de gens à la rue, plus de gens fassent plus de difficultés, plus de difficultés d'intégration. C'est-à-dire que concrètement, qui c'est qui va être privé des allocations familiales? Ça va être une femme qui a eu des enfants avec un compagnon français. Le mec est parti, elle se retrouve seule, elle est en France depuis moins de 5 ans. Comme elle a les enfants à s'occuper, elle n'arrive pas à travailler. Et elle, on va lui dire, elle a des enfants français, mais elle, on va lui dire, toi, tu n'auras pas les allocations familiales parce que tu n'es pas sur le territoire depuis moins de 5 ans. Qu'est-ce que vous croyez que ça va améliorer comme situation? Est-ce que vous croyez que ça va envoyer un message? Ou d'ailleurs, qui va faire un benchmarker pour dire non, finalement, je ne vais pas venir en France parce qu'il n'y a plus les allocations familiales? On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens, quand ils partent avant tout pour ce qui se passe dans leur pays, c'est d'abord ça, et ensuite ils vont là où il y a des réseaux familiaux, là où il y a une histoire commune, là où il y a une langue commune, là où il y a du travail, et là où il y a des débouchés. C'est ça qui fait partir avant tout les gens. Et qu'est-ce qui fait venir les gens en France? C'est qu'on a du travail, qu'on offre beaucoup de travail aux migrants parce qu'il y a plein de fonctions sur lesquelles on n'arrive pas à les remplir. Donc si on veut qu'il y ait moins de migrants, posons-nous les bonnes questions, mais faisons pas des lois qui ne vont que précariser les gens et sans répondre à la question posée par les Français, ce qui fait que, au bout du compte, ils ne sont pas stupides, les Français, quand on les escroque de cette manière-là. À la fin, ils disent je vois bien que votre solution politique, elle ne marche pas, je vais en essayer une autre. Farid. C'est une catastrophe. C'est la première fois qu'on descend les pauvres d'un niveau. C'est-à-dire, déjà qu'on a des pauvres, alors on va les descendre d'un niveau. La Macronie, c'est une escroquerie, mais d'une force. C'est-à-dire, là, on se rappelle tous de Macron qui disait qu'il n'y aura plus un SDF dans la rue avant son premier mandat. Bon, il y en a toujours, hein. Mais là, ça va être pire. C'est-à-dire que là, on va se retrouver avec des gens qui ont droit à rien. C'est-à-dire, moi, j'ai des amis à moi qui sont assistants sociaux ou directeurs, tout ce que ils sont en panique. Ils vont se retrouver avec des gens qui vont venir, ils ne pourront rien leur apporter, rien leur offrir. Et ça, c'est les personnes sans papier. Les gens qui ont des papiers, ils n'auront pas droit aux APL. Donc, en fait, les hébergements d'urgence vont se vider puisque les gens vont finir à la rue, puisqu'ils n'auront plus le droit. Mais ceux qu'on ira dans les hébergements d'urgence, ça sera des gens qui travailleront en France, qui auront des papiers, mais comme ils n'ont pas d'APL et qu'ils ne peuvent plus se loger, parce qu'aujourd'hui, qui peut se payer un appartement à 800 € quand vous gagnez 1 300 €? C'est plus possible. Ils vont se retrouver, eux, dans les hébergements d'urgence. Les rues vont être remplies de SDF, de familles. Je ne sais pas comment ça va tenir, puisque l'hiver prochain, on aura dans les rues des familles entières avec des enfants en bas âge. On va se retrouver avec des rues qui vont ressembler à la Syrie sous les bombes. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça va être insoutenable. La pauvreté, elle ne va jamais être aussi importante. Et comme mes collègues me disent, je ne sais pas à quel moment ils pensent qu'en Afrique ou ailleurs, ils vont recevoir un message disant qu'il n'y aura plus rien. Non, il y aura. Et ça va être très difficile. On voit qu'il y a une rébellion ou une résistance, ça dépend de quel côté de la pièce vous vous trouvez, qui s'organise dans les collectivités des départements qui disent qu'ils n'appliqueront pas les mesures, notamment sur la préférence nationale. La métropole de Lyon ne le dit pas officiellement, mais y pense. On a vu aussi le maire de Grenoble, par exemple, qui dit que la ville, pareil, n'allait pas appliquer les mesures de la loi immigration. Est-ce que ça, c'est une chose qui peut faire pencher la balance d'une certaine manière, ou c'est juste de la com, Damien ? C'est juste de la com, d'abord parce que les aides qui sont évoquées sont des aides qui vont toucher une population minime, puisque ce sont surtout les personnes les plus âgées. Moi, je m'étonne toujours qu'on appelle à la désobéissance civile quand on est un élu. Quand on est un élu, on doit respecter la loi telle qu'elle est. Je me souviens de la loi sur le mariage pour tous, où les candidats de droite étaient plutôt contre en général,
Une fois que ça a été élu, ils ont dit, OK, on l'appliquera parce que c'est la loi. Tu peux prévenir les élus de droite qui respectent la loi SRU. C'est pour rendre service à toute la population en France. La loi SRU, elle est métropolisée, donc c'est un autre problème. Et puis, il n'y a pas que des gens de droite qui ne respectent pas, mais ça, c'est un autre sujet. Je sais pas, quand je lis les papiers, je vois que des mecs de droite. Donc, Y a c'est simplement pour les prévenir. Il n'y a pas d'appel à la désobéissance civile. On n'est pas sur le même sujet. Ils appellent personne, ils le font pas. C'est la même chose. On n'est pas sur le même sujet. Quand je grille un feu rouge, je préviens personne. Non, mais je vais griller le feu rouge. Je voudrais juste finir mon raisonnement. On appelle à la désobéissance civile, on fait un coup de com', parce qu'en réalité, il y a très peu de gens qui vont être touchés par cette suppression d'aide. Donc en réalité, c'est un vrai coup de com'. C'est pas la désobéissance civile qu'ils vont faire, d'ailleurs. Ils n'ont pas dit désobéissance civile. Ils ont dit que certains si, mais ils ont dit qu'ils allaient créer une autre aide. En réalité, mais ils allaient contourner l'esprit d'une loi qui est probablement anticonstitutionnelle. Leur message ils vont essayer de faire autre chose. Leur message de communication, c'est quand même de dire, des premiers qui ont pris la parole, désobéissance civile. Après, ils ont peut-être raison sur certaines choses. Mais sur cette aide-là aux personnes âgées, s'il y a un endroit où l'impact va être proche de zéro, c'est quand même celui-ci. On voit aussi Grégory Doucet qui va payer des nuits d'hôtel pendant les vacances de Noël aux familles qui étaient hébergées dans des écoles, puisque les écoles ferment pendant les vacances, donc il fallait qu'ils les prennent en charge. Ça va passer par ce genre de petites initiatives, parce qu'on voit que le dialogue est un peu difficile, ou en tout cas rompu avec la préfecture. Oui, pardon, mais excuse-moi, il faut faire la part des choses entre les migrants qui n'ont pas le droit d'être là et les migrants qui ont le droit d'être là. Et quand on parle de cette loi-là, en général, on fait assez peu la part des choses. Cette loi, aussi mal foutue soit-elle, elle est faite pour que les migrants qui n'ont pas le droit d'être là puissent partir. Et normalement, pour que ceux qui sont là puissent être intégrés. Le raté de cette loi, c'est que rien n'est fait pour avoir une intégration réussie. Est-ce qu'en France, en matière d'intégration, on est nul? On fait venir des gens, on n'a jamais su les intégrer. Peu importe les générations. Alors j'entendais hier, avant-hier, on parlait de l'immigration chrétienne, des Portugais, des Espagnols, etc. Mais ces gens-là se sont intégrés par eux-mêmes, mais on ne les a jamais aidés plus que les autres. C'est-à-dire que la France ne s'est pas intégrée. Ils se sont intégrés grâce à la mixité de logement. Mais comme les maires de droite ne veulent pas respecter la loi SRU, ça pose toujours un problème, on tourne en rond. C'est une obsession. Il y a trois maires de droite dans la métropole qui ne le respectent pas. Quatre, pardon. Ça ne veut pas dire que c'est une généralité. En France, ça fait plus que 4. Non, mais je vais bien parler à un moment donné parce qu'il y a tellement de choses à répondre. Si on dérive sur la loi SRU, c'est pas si simple. C'est pas qu'une question de choix. C'est une question de foncier, c'est une question de moyens des communes, c'est une question de plein de choses. C'est souvent les mecs de droite qui n'y arrivent pas. On ne va pas dériver sur le sujet, on laisse répondre à Raphaël. Deux sujets. Désobéissance civile, c'est pas ça. Ou alors, effectivement, quand Grégory Doucet fait de l'hébergement d'urgence alors que c'est de la compétence de l'État, il fait de la désobéissance civile, pour poursuivre votre définition. Non, il fait avec les pouvoirs qu'il a, les moyens qu'il a, les pouvoirs qu'il a, ce qu'il estime être nécessaire et qui, en l'occurrence, est toujours insuffisant. Sur la question des statuts des migrants, il ne faut pas se bercer d'illusions. Il n'y a pas des migrants en France qu'on accepte et qu'on intègre, et des migrants qui seraient sans papier, qu'on refuse. C'est le souhait de la loi. Oui, mais dans mais c'est le souhait. Dans la réalité, la plupart des migrants qui n'ont pas de papier ne sont pas expulsables non plus. On le sait très bien. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent de pays en guerre, il y a des gens qui sont dans des situations qui sont, de toute façon, on n'a pas d'accord avec les pays d'origine, on ne peut pas les renvoyer. Donc en fait, on crée des sans-papiers sur des situations où, de toute façon, il n'y a pas de solution réalisée. Et tous les gouvernements successifs précédents se sont cassés les dents là-dessus. Je note que même que les gouvernements populistes qui arrivent, par exemple en Italie, sont confrontés exactement au même problème. Et au final, c'est presque un paradoxe. C'est presque l'impression que c'est l'extrême droite au pouvoir qui a permis qu'il y ait une nouvelle règle européenne peut-être un peu plus rude, mais aussi plus solidaire. En tout cas, une règle européenne. Je ne sais pas si elle sera très efficace, mais en tout cas qui a posé le débat au bon niveau. Et apparemment, ils vont faire des régularisations, y compris en Italie. 450 000. 450 000 en Italie. Elle aura fait plus de régularisation l'extrême droite que la gauche quand ils étaient au pouvoir. C'est bien pour ça que je parlais d'intégration ratée. Je disais, cette loi, normalement, qu'aurait dû avoir une vocation à intégrer certains et à rejeter les autres, la partie intégration est ratée. C'est bien pour ça que cette loi, elle est montée à l'envers, en réalité. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé jusqu'au bout des choses sur une loi de gauche, ou on n'est pas allé jusqu'au bout des choses sur une loi de droite. On a donné un peu à droite, un peu à gauche. Donc cette loi, elle est complètement incohérente, elle est montée à l'envers.
Allez, je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous propose qu'on termine avec le traditionnel bilan de fin d'année 2023 s'achève. Il est temps de se retourner sur ces mois passés dans l'agglomération lyonnaise. Alors, je vous avais demandé de retenir un événement, un fait qui vous avait marqué en bien ou en mal, et puis aussi une attente pour notre territoire en 2024. Vous aurez bien sûr tout loisir de commenter ce qui aura été exposé autour de la table. Qui commence? Farid. Donc c'était quel fait grand lyonnais retenez-vous de 2023 et quel souhait pour 2024? C'est ce que j'ai écrit, oui. Ouais, j'ai fait très attention parce que la dernière fois, je me suis fait un peu tanner en me disant que j'attaquais un peu les écolos, donc j'y vais doucement. Donc le fait marquant pour moi, c'est que les écologistes détestent les pauvres et spécialement ceux des banlieues. Voilà. D'accord. Ça, c'est le fait marquant pour moi de 2023. C'était votre analyse de 2022, 2021, 2020. Non, là, 2023, pour moi, ça a été vraiment le marquant parce qu'avant, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils étaient surtout concentrés sur le quinoa et sur le vélo. Mais là, ils se concentrent sur la non-mixité, la ségrégation dans toute la métropole. Parce qu'on reprend du point de vue éducation, donc avec Véronique Morera, où elle crée des collèges ghettos entre les zones les plus pauvres, donc non-mixité, donc elle ne veut pas de mélange des Vénissieux enfants. et Saint-Fond, en l'occurrence. Entre Vénissieux, le quartier Arsenal de Saint-Fond et les Minguettes, parce que ce n'est pas Vénissieux-Saint-Fond, c'est les deux quartiers les plus paupérisés de ces deux villes qui se retrouvent avec un collège qui va se retrouver avec l'IPS le plus bas. Et ça, c'est une création, c'est une acceptation des écolos. Donc ça, c'est la détestation. Décidé avant. Oui, c'est eux qui ont signé, c'est eux qui ont voulu. Ils ont décidé du terrain. Ils n'ont pas changé la décision. Ils l'ont même appuyé. Ils ont même attaqué des associations dessus. Donc ils sont motivés plus que la moyenne. Donc ça c'est le truc éducation. Logement, avec Père, lui qui n'est pas écolo, je crois qu'il est socialiste, mais de la majorité écolo, où il continue à construire des logements sociaux dans les quartiers les plus pauvres. Il était tout fier d'annoncer qu'il allait avoir je ne sais pas combien de constructions de logements sociaux encore dans la métropole. Mais regarde les lieux, Givors, Vaux-en-Velin, Vénissieux. C'est quoi? On continue, en fait, toutes les erreurs qui ont été faites dans les années 70, les écolos, ils ont dit, oh, en fin de compte, j'aime bien les erreurs, je vais continuer. Donc là, ils continuent. De plus, ils refusent la destruction, reconstruction dans les quartiers pauvres, en se disant qu'ils aiment bien la population qui est sur place et qu'a priori ça se passe bien, les émeutes, c'est sympa, ça fait un peu de feu. Donc ils continuent à maintenir en place. La barre Sakharov dans le 9e arrondissement, ils l'ont laissé, ce truc-là. Ça se tire à la Kalachnikov tous les 10 mètres. Ils se disent non, mais. Ça va un peu mieux en 2023. Ah, ça va un peu mieux. Ça fusille moins. Ouais, mais c'est fluctuant. Moi, je les connais, ces coins. C'est un jour ça va, un jour un autre ça va pas. Et quand ça va pas, ça se tire dessus. Et c'est pas super heureux en plus. C'est pas un endroit. Et déjà, c'est extrêmement moche. Et en deux, c'est la population. Pour pouvoir changer ces quartiers, il faut changer la population et pouvoir leur donner un lieu de vie qui est autre chose qu'un truc horrible sur plusieurs étages. Et. On n'y pense pas, mais aussi les Palabres à Saint-Fond. Les Palabres à Saint-Fond, c'est un quartier qui était calculé, qui devait être ouvert pour aérer, pour donner une nouvelle population. Les écolos, ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est bien, ça deal, mais ça deal écologiste. Donc c'est sympa, donc ils ont tout laissé en place, et ça n'a rien bougé au niveau du truc. Et le troisième point, la ZFE qui est portée par Bruno Bernard, et c'est qui aime le vélo là? C'est comme Bagnon là. Fabien Bagnon, etc. Donc, la ZFE, c'est le truc le pire, c'est-à-dire que... C'est la loi. Hein. Oui, mais c'est la loi. Mais la manière dont ils utilisent la loi, c'est ça qui est beau. J'aime bien, c'est parce que j'étais dessus, c'est la loi, hop, j'allais rebondir dessus, et là, c'est la loi, oui, c'est la loi. Ils font une ZFE dans la métropole, donc ici, ils vont bien pouvoir rouler, faire leur petit vélo, ils ont tous les métros, tous les tramways, et tous les pauvres de l'Est lyonnais, qui ne pourront plus rentrer à Lyon pour venir travailler, et on leur dit, passez à l'électrique. Il y a combien de bornes électriques aux Minguettes, 36 000 habitants? Combien de bornes électriques? Zéro. Zéro borne. Ils en ont fait deux qui ne marchaient pas. Non, mais c'est pour dire, c'est que pour moi, ils détestent les pauvres. C'est quoi leur technique? C'est qu'ils se mettent au chômage. Mais comme ils n'auront plus droit aux APL dans pas longtemps, ça va être quoi? C'est qu'ils dorment dans la rue. Quand on commence à 4h du matin et qu'on doit aller ranger Je pense que quand on déteste les pauvres, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui ne sont pas fausses. J'ai une troisième partie. Donc il y a la ZFE, le 70 millions d'euros pour l'accueil des mineurs non accompagnés. Les mineurs non accompagnés de qui? De nous.
C'est nos mineurs non accompagnés. Non, moi je parle des pauvres Moi, en quand il y a un enfant dans la général. rue, je me pose pas la question de savoir s'il est Non, à moi non, ou mais pas à là, moi. non, Je non, suis quand mais la même question plutôt n'est pas là. content C'est la pauvre. qu'il y ait un Mais exécutif c'est quoi le qui se rapport pose la question C'est quoi le rapport de se dire on va C'est peut-être pas le laisser dans la rue, on va le être à la hauteur de la rapport avec les responsabilité. banlieues, les Mais mineurs non vous êtes accompagnés, vous êtes etc. dans un discours de dire de détestation des pauvres, vous êtes C'est une détestation des pauvres. En fait, vous, le problème, C'est c'est quoi que vous êtes dans une détestation des écologistes par rapport à la situation que vous La connaissez. détestation à des pauvres, Vénissieux, c'est mais ils ça sont vous fait même dire un peu capables de leur n'importe créer quoi. un cancer quand on fabrique une chaufferie à bois qui fait tomber les fumées dans les immeubles. Je te construirais bien une chaufferie à bois en plein Bellecour, puisque c'est un centre-ville, en plein Bellecour et que les fumées elles tombent dans les immeubles haussmanniens à 1 million d'euros. Et là, demain, tous les rois du quinoa et du vélo, ils vont être tous devant en train de gueuler, ils mettent leur vélo devant les grues en leur disant c'est pas possible. Nous, ils nous l'ont fait. Ils en ont pas fait une, ils en ont fait deux chaufferies à bois. Cite-moi une chaufferie à bois en centre-ville de n'importe quelle ville en France. Il n'y a qu'à Vénissieux, les pauvres. Ah si, il y en a une troisième, à Givors maintenant. Bon, encore des pauvres. C'est un truc incroyable. Si c'est pas une détestation des pauvres, moi aussi je peux dire j'aime les écolos et en même temps je roule au diesel et je jette mes papiers dehors. Mais c'est mental. Faut regarder les faits et les faits ils sont là. Et pour 2024, Farid, quelque chose de plus positif ou pas? Venant d'eux, non, j'y crois pas une Non, seconde. Un souhait pour 2024. Un souhait pour 2024, qu'une loi sur la mixité sociale et d'habitation soit vraiment mise en place dans l'éducation nationale. J'y crois pas une seconde puisque c'est Attal qui est ministre. Et dans le logement, qu'on puisse obliger les maires de droite à faire vraiment respecter la loi SRU. Damien? Alors, je vais rejoindre un petit peu ce que disait Farid quand même. Je pense que la politique des écolos, elle est antisociale en fait. Et c'est un bon résumé. Hein. Il y a beaucoup de mesures qui ont été prises, c'est pas valable que pour 2023, mais qui en fait sont souvent au détriment des plus pauvres. Effectivement, la ZFE, effectivement certaines choses dans le domaine du logement. Et puis, pour moi, le plus gros raté, c'est le raté sur le débat de la mise en œuvre des voies lyonnaises, qui partent d'un principe plutôt intéressant. Mais l'idée, c'est d'en faire juste partout, un peu en mode bulldozer. Donc je pense que là, il y a un vrai raté là-dessus. Mais je vais modérer un peu. Je pense qu'on est dans un virage cette année de la part et de Bruno Bernard et de Grégory Doucet. Je pense que Bruno Bernard a un peu levé le pied et a ouvert un peu plus le dialogue. Depuis que Fabien Bagnon s'est fait taper dessus, il a repris quand même un petit peu la main. Et je pense qu'il est plus à l'écoute. D'ailleurs, on a vu qu'il en avait abandonné, en tout cas mis de côté. Il a dit on va prendre plus de temps. Et je trouve que c'est plutôt positif parce que finalement, il en sortira vainqueur. Quant à Grégory Doucet, le point positif pour lui, c'est que je trouve que ça y est, il commence à essayer de rentrer dans le costume du maire. Et alors, c'est encore imparfait, on sent qu'il a appris, hein, entre le Grégory Doucet du premier jour et le Grégory Doucet d'aujourd'hui. Ça peut se traduire par des choses complètement idiotes, mais par la tenue vestimentaire. Ne serait-ce qu'aujourd'hui, il a une tenue de maire, tout simplement. Je trouve qu'il va un peu plus au front. Alors, c'est pas toujours très bien fait, mais je trouve qu'il est plus présent, il est un peu plus proche. Il essaye d'être plus proche des Lyonnais, même s'il n'a toujours pas cette lyonnitude qu'on a pu aborder sur le plateau d'autres fois. Donc je trouve qu'il y a un vrai progrès, et de la part de Bruno Bernard et de la part de Grégory Doucet. Progrès, ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et puis, venant de ma part, c'est quand même c'est étonnant que je puisse dire ça, mais je trouve qu'on est dans une année où il y a un vrai virage de leur part, et dans l'attitude, et dans la tenue, et dans la prise de parole, et dans la présence. Le raté, pour l'instant, pour moi, il est pour l'opposition de droite. On ne voit pas d'opposition, ni de droite, ni de la Macronie. En fait, on ne voit pas d'opposants aujourd'hui qui apportent une solution de construction ou une équipe susceptible de faire face. Et pour 2024, qu'est-ce que vous souhaitez? Pour 2024, alors pour la métropole, j'espère qu'on aura un peu moins de bouchons et qu'on va trouver des solutions, parce qu'effectivement... Pas les restaurants. Pardon? Pas les restaurants. Pas les restaurants. Les bouchons. Ah oui, pardon, oui, désolé. Non, un peu moins de bouchons autour de Lyon, parce qu'on en subit quand même des conséquences importantes. Et on l'a vu cette semaine, on respirait franchement pas avec la pollution. Pollution qui est créée par tout ce qui est mis en œuvre aussi, avec ces voies lyonnaises, les réductions de voies de circulation, etc. Donc j'espère que tout ça va s'arranger. J'espère surtout qu'on va prendre conscience du fait qu'il faut développer des transports lourds pour que les gens prennent moins leur voiture. Franchement, on peut espérer ça. Mon plus gros espoir, moi, en matière d'aménagement de la ville et de la métropole, c'est que les gens puissent se déplacer, mais qu'on leur donne les moyens de le faire.
Juste un petit rappel, ils viennent de supprimer la deuxième vignette résident à Lyon. Hein. Il y a beaucoup de gens qui en subissent les conséquences. J'ai vu pas mal d'échanges, les gens découvrent en réalité. C'est-à-dire que les gens qui étaient obligés d'avoir deux voitures et qui n'ont pas de garage, aujourd'hui, payent des PV toute la journée. Et ça, c'est une politique qui est aussi anti-pauvre. Je rejoins ce que disait Farid, parce que les gens qui ont des petites voitures, qui sont obligés de les prendre pour travailler et qui ne peuvent pas se payer de stationnement, aujourd'hui, en plus, ils ont une épine dans le pied à devoir payer du stationnement toute la journée dans la rue. Ça, c'est un gros raté, je pense, de cette année. Mais comme ça ne touche que 4000 personnes, la ville a considéré que ça allait passer comme une lettre à la poste. C'est d'ailleurs passé comme une lettre à la poste, puisque les Lyonnais sont en train de le découvrir, alors que ça a été décidé il y a un an. 4000 personnes qui ne sont pas leurs électeurs, parce que leurs électeurs à eux sont des cadres sup, Il y a qui sont en beaucoup centre-ville. de gens qui ont été leurs électeurs qui ne seront peut-être plus demain. On verra. Raphaël, pour conclure. Juste pour réagir sur le plan métro, c'est amusant parce que c'est devenu c'est le 2023, c'est l'année où effectivement où la droite s'est réveillée sur le plan métro et puis la droite et le centre. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait, qu'il l'ait arrêté depuis Michel Noir parce que là on aurait pu avoir un plan métro. Alors que bon, les écologistes. C'était l'objet de la campagne de Michel Avare en 2014. C'était l'objet de la campagne. Ils ont tous fait campagne, mais ils n'ont pas gagné. Alors, faire un plan métro quand on n'a pas le pouvoir, c'est quand même compliqué, Raphaël. Oui, enfin, on va retrouver tout ce qui est au centre et tout ce qui est. Enfin, le champion de la droite, en ce moment, on a l'impression que c'est Gérard Collomb. En tout cas, c'est vrai que c'était le cas. Mais bon, l'année, elle a commencé, pour dire à peu près la même chose au final, peut-être un tout petit peu différemment, mais elle commence avec Grégory Doucet qui a annoncé sa candidature aux prochaines municipales devant les journalistes. C'est un peu fait tenser parce que c'est inhabituel de se prononcer aussitôt. D'ailleurs, Bruno Bernard ne l'a pas fait, mais c'était peut-être annonciateur que effectivement d'un Grégory Doucet qui assumait pleinement la fonction de maire, qui rentrait dans ce rôle-là. L'année qui reste quand même pour 2023, parce que d'ici ne veut pas retenir la disparition de Gérard Collomb, qui tellement il a été attaché à cette ville. Et puis pour 2024... Mais les ratés, on n'a pas entendu les ratés, Raphaël. Et il n'y avait pas nécésairement besoin de rater. Hein. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on retient ? Moi, je croyais qu'il y avait je croyais qu'on avait une obligation de sortir des ratés. Non, et comme il n'y avait pas d'obligation de taper sur les écologistes non plus, hein, Raphaël. Moi, j'ai pas même lu de positif, donc il n'y a pas que les ratés. Alors 2024, moi ce que j'attends d'abord et avant tout, ce sont les grands locaux, qui va être le grand lieu événementiel de la ville, voir comment ça va vivre. C'est quoi ? Pour resituer, c'est dans le Technicentre SNCF à Oulin-la-Mulatière, et qui sera un lieu pour la culture et qui accueillera notamment les grands locaux, qui accueillera les nuits sonores. Comme les... c'est là où il y avait les ateliers des locomotives. Les grands locaux. Okay. On va retrouver faire la fête avec les nuits sonores, on va retrouver une biennale d'art contemporain, on va retrouver... Dans une configuration minimale pour les premières années en tout cas, parce qu'il faut tout désamianter, ça prend beaucoup de temps. Après, le site est immense, il a un potentiel, c'est l'ouverture... le métro est à Oulin depuis un certain temps, mais ça devient vraiment l'intégration d'Oulin au cœur de l'agglomération. Donc, curieux de voir comment ça va vivre. Et puis Oulin-Pierre-Bénite. Oulin-Pierre-Bénite, tout à fait. Et puis, comme moi, je suis assez footeux et que c'est Noël, j'ai envie de dire, j'aimerais bien voir du beau jeu dans un grand stade, où qu'il soit, à l'Olympique Lyonnais en tout cas, les voir remonter au classement, mais surtout voir un peu de beau jeu, parce que ça a été un peu dur ces derniers matchs. Certes. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Place aux vacances pour Lyon Politique. L'actualité continue évidemment sur lyonmac.com. Passez une excellente fin d'année.